merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, jusqu'où peut aller le bras de fer entre la Russie et l'Occident? Un an après l'instauration d'un embargo sur les produits alimentaires européens, Moscou a certes porté un coup dur à ses anciens partenaires. Pourtant, la filière agricole locale ne semble pas en avoir profité, loin de là. Gros plan dans quelques minutes. Coup de projecteur également sur la Côte d'Ivoire. Son café, son cacao ont fait d'elle un géant agricole. Mais aujourd'hui, on se préoccupe d'un objectif majeur, l'autosuffisance alimentaire. Pour l'atteindre, le riz est au cœur des débats. Il est encore trop largement importé et on fait le point sur les solutions tout à l'heure. Et puis avant tout cela, nous évoquerons bien sûr cet accord trouvé, semble-t-il, entre la Grèce et ses partenaires européens sur un troisième programme de sauvetage, 85 milliards d'euros, contre la promesse d'Athènes de poursuivre de plus belle sur la voie de la rigueur budgétaire. L'économiste Jean-Paul Fitoussi sera avec nous. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Avant de les développer, un passage par la case Actu Éco du jour à l'international. Et d'abord, ce coup de tonnerre sur le marché des changes. La Chine dévalue fortement le yuan, sa monnaie, moins 2% quasiment face au dollar. Décision exceptionnelle, 6,23 pour un dollar ce mardi. C'est le plus bas niveau en 3 ans pour le point médian officiel. On savait que face à la récente série de mauvais indicateurs, les autorités étaient prêtes à employer des grands moyens. Eh bien, c'est fait. L'annonce de la Banque centrale survient juste après la lourde chute des exportations chinoises en juillet, en raison aussi justement du renforcement du yuan face à l'euro. Les marchés s'inquiètent en tout cas de cette nouvelle mesure d'encadrement de Pékin sur sa devise. Le DAX a commencé fébrilement aujourd'hui. La principale raison à cela est la dévaluation du yuan chinois de 1,86%, soit la dévaluation la plus forte en 20 ans. Cela affecte les marchés parce que nous voyons se profiler le danger d'une nouvelle guerre des monnaies. Guerre des devises, alors que la Chine promettait ces derniers temps de laisser plus de liberté à la convertibilité de son yuan. Autre titre, le climat et l'économie. On se prépare un peu partout dans le monde à la grande conférence de Paris, dans un peu plus de 3 mois maintenant. L'Australie est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. Et pour changer la donne, Canberra veut réduire ses émissions de carbone d'au moins 26% d'ici 15 ans par rapport au niveau de 2005. Des objectifs annoncés tout à l'heure par le chef du gouvernement, pas assez ambitieux pour l'opposition. Mais Tony Abbott dit ne pas vouloir sacrifier la croissance et la vigueur de son secteur minier encore essentiel. Nous devons être respectueux de l'environnement, mais nous devons aussi faire preuve de responsabilité sur le plan économique. Nous devons certes réduire nos émissions, mais nous devons les réduire d'une manière qui soit compatible avec une croissance forte et continue, et en particulier avec une croissance solide et durable de l'emploi. La dernière chose à faire serait de renforcer l'environnement, mais en nuisant à notre économie. Voilà, et puis il faudra s'y faire. Google devient Alphabet. Pas de panique, le célèbre moteur de recherche conservera son nom, Google, mais le géant de l'Internet procède à une profonde réorganisation. Alphabet devenant ainsi la holding qui héberge toutes les activités d'un groupe qui pèse plus de 450 milliards de dollars en bourse. Des produits web aux objets connectés en passant par la santé, l'investissement ou le laboratoire Google X, tout sera sous le contrôle de Larry Page et Sergey Brin, les deux fondateurs. Sundar Pichai devient lui PDG de la désormais filiale Google. Allez, gros plan à présent sur un pays clairement en crise. On parle aujourd'hui des malheurs du Brésil, 7e économie mondiale. On se demande où sont passés les taux de croissance spectaculaires de ces dernières années, 7,5% encore en 2010. Croissance nulle l'an dernier, récession attendue pour cette année. La faute notamment à la chute des prix des matières premières dont le pays est exportateur. Et c'est Eric Lewin qui nous en parle. Bonjour Eric, le Brésil n'est pas prêt de sortir de l'ornière. Rien ne va plus au Brésil avec une chute de la devise de l'ordre de 25% par rapport à l'euro en un an, un recul de l'indice boursier de l'ordre de 10% en un an, alors que par exemple son homologue d'Argentine gagne 30%. Alors il faut bien comprendre qu'au Brésil, la situation économique n'est pas favorable. Le pays devrait être en récession cette année avec une chute du PIB de l'ordre de 1,5%. Alors pourquoi une telle situation? D'abord, du côté de l'inflation, il y a une inflation de quasiment 10%, ce qui oblige la Banque centrale du Brésil à maintenir des taux d'intérêt très élevés. Vous savez très bien que des taux d'intérêt élevés veulent dire moins de dépenses de consommation et moins d'investissement. Et puis du côté de la politique budgétaire, elle est extrêmement restrictive.
avec une forte baisse des dépenses, tout ça pour permettre à l'excédent budgétaire d'atteindre 0,15% du PIB cette année. Donc il n'y a plus de relance possible et du côté monétaire et du côté budgétaire. Du coup, le pays glisse dans la récession, s'enlise même dans une crise dont on ne voit pas la fin pour l'instant. Standard & Poor's a d'ores et déjà dégradé la perspective du pays et pourrait bien jeter le pays en catégorie spéculative. Ouais, taux élevés et rigueur, rien de bien rassurant à moins d'un an des JO de Rio. Merci Eric. Et on en vient à la Grèce qui, après 3 jours d'intenses discussions, s'est donc visiblement mise d'accord avec ses créanciers sur un 3e plan d'aide. Plus de 80 milliards d'euros de prêts sur 3 ans. En échange, Athènes devra adopter au plus vite plus d'une trentaine de nouvelles mesures d'austérité qui toucheront notamment les retraites, la protection sociale, la santé, la TVA ou encore l'énergie. Bref, toujours plus de rigueur et on peut se demander en quoi l'arrivée au pouvoir de Syriza il y a 6 mois aura changé quoi que ce soit. En tout cas, la nouvelle est de nature à rassurer les marchés européens. Écoutez. Il semble que pour le moment, nous entrons dans une phase plus calme pour la zone euro. Selon les rapports, tous les participants ont convenu d'un 3e plan de sauvetage, lequel devra maintenant passer par le Parlement grec. Puis une réunion de l'Eurogroupe vendredi devrait permettre de boucler tout cela. Voilà, accord qui doit encore évidemment être validé par les Européens. Nous sommes en ligne avec Jean-Paul Fitoussi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur d'État S sciences politiques. Alors ce nouveau plan de sauvetage, s'il est validé bien sûr, est-ce qu'il suffira d'après vous pour sortir durablement la Grèce de ce risque imminent, toujours de faillite, ou bien ça ne fera finalement qu'entretenir la dette et la dépendance du pays à l'aide étrangère? Non, évidemment, il ne suffira pas. Et on le sait, et tout le monde le sait. C'est-à-dire, il y a une grande hypocrisie à penser qu'un programme de rigueur supplémentaire permettrait à la Grèce de pouvoir rembourser ses créanciers. C'est-à-dire la meilleure façon de rembourser un créancier, ce n'est pas d'appauvrir son débiteur. Et ce qui est vrai pour des familles est vrai aussi pour des pays. Donc la Grèce qui est dans une situation économique épouvantable, avec un taux de chômage absolument incroyablement élevé, qui a perdu un tiers ou presque de son PIB, se trouve dans une situation de pays mis sous tente à oxygène. Ouais. Alors, il tiendra ce qu'il tiendra. Le plan actuel tiendra ce qu'il tiendra. Et à nouveau, la question sera reposée sur le tapis, tout simplement parce que la politique qu'on impose aux Grecs est mauvaise. Elle ne peut pas aboutir. Merci ne beaucoup. pouvant pas aboutir, elle ne peut pas résoudre le problème. Merci beaucoup Jean-Paul Fitoussi d'avoir répondu à nos questions. Allez, on se tourne vers la Russie. La semaine dernière était marquée par un étrange anniversaire, celui de l'embargo décrété contre les produits alimentaires européens, en réponse bien sûr aux sanctions de Bruxelles suite au conflit ukrainien. Aujourd'hui, Moscou se débat avec la récession et sur place, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, les agriculteurs n'ont pas forcément profité de la baisse des importations, la faute notamment au manque de subventions. Anthony Lesme nous en dit plus. Des centaines de tonnes de nourriture déversées et broyées. Poissons, viande, fruits ou légumes en provenance d'Europe et sous embargo ont donc été détruits par les autorités russes la semaine dernière. Alors que l'UE fournissait jusqu'en 2014 73% des importations russes, elles auraient déjà diminué de moitié en un an. En contrepartie, Moscou a élaboré un premier plan d'aide de 3,5 milliards d'euros pour dynamiser le secteur local et supplanter les produits importés. Problème, pour beaucoup d'exploitants, l'argent promis n'est toujours pas arrivé. C'est le cas de cette éleveuse de chèvres dans la région de Moscou. Les négociations sur la subvention traînent depuis mars et on est déjà en août. Mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait 5 mois et on ne sait toujours pas quand on recevra l'argent. L'exploitation produit 200 litres de lait par jour. La ferme a bien reçu une promesse de subvention de 10 millions de roubles, soit 140 000 euros, mais les fonds ne sont toujours pas arrivés. Cette subvention est juste suffisante pour construire une ferme, mais pas pour l'équiper. L'équipement est très cher, salle de traite, distributeur d'eau, tout doit être mécanisé. On ne peut pas continuer à travailler comme ça, les mains dans des seaux, sans mangeoire. C'est impossible. Tout doit être bien mécanisé, mais c'est très cher. Ça coûterait 2
fois le prix de la ferme. Certains Russes comme Oleg Sirota ont décidé de profiter de l'embargo pour monter leur propre ferme. Cet ancien ingénieur a vendu sa maison et ses 2 voitures. Avec un prêt, il a pu installer les premiers équipements, mais la route est encore longue. Il existe 2 types de fromage qui sont considérés comme le top du fromage, le parmesan et l'emmental. Nous le ferons à l'avenir, mais tout de suite, bien sûr, nous ne sommes pas en mesure de faire ce genre de fromage, car nous avons besoin de développer la technologie pour le faire. L'agriculture et l'élevage ne sont pas les seules difficultés de la Russie. Après une croissance faible en 2014, 0,8%, le PIB de la Russie devrait chuter d'au moins 3% cette année. Les exportations ont-elles baissé de 30% au premier trimestre et les prix ont augmenté de 16% depuis que les sanctions économiques européennes ont été mises à exécution en juillet 2014. On parle d'un pays qui a vu sa récession s'aggraver au 2e trimestre, moins 4,6% en rythme annuel. C'est le plus mauvais chiffre en 6 ans. On part à présent en Afrique et là encore un problème de subvention dans un pays qui fait figure de géant agricole, la Côte d'Ivoire. On le sait, le premier producteur de cacao. Abidjan entend aujourd'hui mettre ses terres fertiles au service de son autosuffisance alimentaire. Et cela passe par une optimisation de la culture de riz, comme nous l'explique Laura Duhamel. Des rizières verdoyantes à perte de vue. La Côte d'Ivoire regorge de terres fertiles. Pourtant, le pays continue d'importer des denrées alimentaires de base. L'an dernier, malgré des récoltes records de 1,34 million de tonnes de riz, 900 000 tonnes provenaient de l'étranger. La faute pour certains entrepreneurs à une concurrence déloyale. La Thaïlande, le Vietnam ou encore les États-Unis allouent des subventions à leurs producteurs. L'État ivoirien est donc pointé du doigt. L'État ivoirien doit accompagner notre secteur qui peut créer 1 million d'emplois. Un soutien qui permettrait notamment de rééquilibrer la balance commerciale. L'an passé, la Côte d'Ivoire a importé du riz pour 250 milliards de francs CFA, soit 381 millions d'euros. Cela représente un quart des achats de produits alimentaires de base et 20% du budget de l'État en 2015. Alors des agriculteurs militent pour l'autosuffisance en riz. Pour eux, cela passe d'abord par une meilleure maîtrise de l'eau. L'autre défi, c'est le défi de la maîtrise de l'eau. Parce que qui dit riziculture durable, dit maîtrise de l'eau pour produire du riz en conditions irriguées. Ce qui est très important. Aujourd'hui, nous avons environ 80% de la production qui vient du riz pluvial. Seulement 20% qui vient du riz irrigué. Premier producteur mondial de cacao, le pays est également le 2e producteur de noix de cajou et un des leaders dans l'huile de palme. Pour ce géant agricole, l'indépendance alimentaire semble donc un objectif réalisable. C'est possible si on met tout ce qu'il faut. Et déjà, ça a commencé avec l'UNDR. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. La preuve, le volume du riz a augmenté. Mais, attirés par le gain, beaucoup de planteurs ont abandonné les cultures vivrières au profit des cultures pérennes. Ils se sont lancés dans des spéculations comme le cacao, plus récemment l'EVA, alors que la population meurt de faim avec seulement un repas par jour. En 2008, des émeutes de la faim avaient secoué le pays. Les Ivoiriens étaient descendus dans la rue pour protester contre la flambée des prix, dont le riz, le lait, la viande et le poisson. Ces produits alors importés à plus de 50%. 7 ans plus tard, et malgré une croissance de l'ordre de 9% depuis 2012, les denrées alimentaires sont encore importées en grande quantité et demeurent très chères. Et avec une population de 23 millions d'habitants qui continue de croître, la situation est préoccupante. Voilà pour l'un des défis d'une économie prometteuse. C'est l'heure du Media Watch. On reparle de la Grèce dans cette revue de presse et de l'intransigeante Allemagne. Bonjour Laura Duhamel. Bonjour. Alors malgré les apparences, Berlin n'a pas trop à se plaindre de cette crise grecque. Oui, et c'est une nouvelle qui ne va pas redorer le blason de l'Allemagne auprès des Grecs. L'Allemagne qui, on le sait, a milité pour l'austérité alors que l'économie grecque était déjà asphyxiée. Selon une étude réalisée par l'Institut Leibniz de recherche économique, l'Allemagne aurait réalisé plus de 100 milliards d'euros d'économies budgétaires depuis le début de la crise grecque en 2010. Et comment on explique ce phénomène ? Alors en réalité, c'est un phénomène assez logique. En période de crise économique, les investisseurs cherchent des placements sûrs. Maintenant, selon cette étude, l'Allemagne aurait profité de ce phénomène de manière disproportionnée. Et ce n'est pas tout, car l'Allemagne a également profité de la crise grecque dans le secteur commercial. Et oui, le pays a raflé d'importants et juteux contrats lors des privatisations imposées à Athènes en 2011. À titre d'exemple, la société allemande Fraport a notamment
notamment racheté 14 aéroports régionaux grecs. La preuve que souvent, David, eh bien, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le malheur des Grecs, ça c'est sûr. On parle aussi de Airbnb, Laura, qui dérange un petit peu à Paris. Oui, Airbnb qui continue de faire des siennes et aujourd'hui, eh bien, même les grands palaces parisiens tremblent devant lui car la plateforme de location a décidé de monter en gamme et de proposer désormais eh bien, des offres d'appartements de luxe. Alors voilà, fini les canapés lits dans le salon de monsieur tout le monde. Vous pouvez désormais louer sur Airbnb des appartements à plus de 1 000 € la nuit. Alors une concurrence inattendue pour ces hôtels 5 étoiles est jugée déloyale par certains. Une attaque que réfute évidemment le responsable d'Airbnb France. Affaire à suivre, mais sur fond de crise Uber, eh bien c'est une affaire qui promet d'être intéressante. Sans aucun doute. Et puis on revient, Laura, sur une annonce, la création d'Alphabet, on le disait tout à l'heure, la holding de Google, qui fait les grands titres aux États-Unis. Oui, la presse américaine ne s'en remet pas. WTF, ce sont les 3 lettres que l'on ne cesse de lire dans le journal, dans les journaux. WTF, David, pour what the fuck, que l'on pourrait traduire joliment par c'est quoi ce bordel. Voilà, peu de dire que cette restructuration de Google a surpris. Et c'est terminé. On en reparlera sans doute. Merci beaucoup Laura et à très bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News, le Liban notamment à l'affiche et l'info qui continue. Restez avec nous.